C'est un podcast Vivre FM. Au passage des artistes, chaque week-end à 10h, votre rendez-vous intimiste avec Jazia Arens. Bonjour et bienvenue à tous sur Vivre FM. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en balade au passage des artistes comme tous les samedis matin à 10h, ça vous avez l'habitude. Très bon week-end, donc si vous êtes en week-end, et si c'est pas le cas, écoutez, bon courage. Notre invité est un passionné de chant et il est également passionné de danse et il en a fait son métier, quelle chance. À 18 ans, il quitte sa vie natale, il nous racontera d'ailleurs son parcours, et donc il quitte sa ville natale pour rejoindre la capitale. À Paris, il intègre une école de danse et réalise ses premières prestations pour la télévision. N'est-ce pas ? Est-ce que j'ai tout bon, Andy Coq ? Oui, absolument. En tout cas, ça débute comme ça. Bonjour Andy, bienvenue sur Vivre FM. Bonjour, Jazia. Alors, je vous accueille au passage des artistes. On va se balader ensemble avec nos auditeurs à travers votre parcours, parce que je sais qu'il y a plein de choses qu'on aimerait savoir de vous. Alors, en ce moment, vous êtes sur scène. Oui, dans les producteurs Théâtre de Paris. De Michalik. Oui. Qu'on a reçu d'ailleurs, Alexis Michalik, il y a quelques jours sur Vivre FM. Donc avant d'arriver à cette magnifique production, comment les choses se sont passées pour vous ? J'ai su très très vite, vers 6 ans, que je voulais faire ce métier. Chanter, alors on le sait comment ? Parce que quand on est jeune, on a envie de s'amuser. Oui, alors est-ce absolument. que ça part comme ça ? Non, c'était un spectacle de fin d'année en fait, de l'école. J'étais en CP et j'avais le rôle principal du lapin. et c'est vraiment venu comme ça. C'était la scène et on a fait notre petit spectacle et en sortant de scène, ma mère m'a récupéré et je lui ai dit c'est ce que je veux faire de ma vie. Ensuite, c'est compliqué parce Rassurez-moi, vous ne vouliez pas finir lapin. On est d'accord, c'est pas lapin le métier. Non. On rassure nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre, on ne sait jamais. Non. Donc c'est le spectacle. Je voulais pas être le petit lapin. Non. Mais c'était le goût de la scène, de chanter, de danser, d'être sur scène, de jouer la comédie. Mais il n'y a pas vraiment, en tout cas à l'époque, il n'y a pas vraiment d'école. Il n'y avait pas d'école en tout cas. Donc j'ai suivi ma scolarité normalement. J'ai quand même pris des cours de danse. J'étais dans un conservatoire dans le Pas-de-Calais. Je suis né dans le Pas-de-Calais. Et un jour, la directrice du conservatoire a convoqué mes parents en leur disant « Votre fils a quelque chose quand même, ça vaudrait quand même la peine de l'envoyer à Paris. » Et les parents, alors, ils disent quoi ? Parce que souvent, ils ne sont pas très contents, les parents. Panique parce que ils m'aiment, évidemment. Ils me veulent du bien. Ils sont convaincus que j'ai du talent. Ouais. Mais est-ce qu'ils s'inquiètent ? Est-ce qu'ils ne disent pas « Oula, attention, le milieu artistique, c'est pas un métier. Je préfère quand même que tu fasses des études. » Est-ce qu'on vous avait fait ce coup-là ? Oui, voire même après le bac, essayer de m'emmener vers une autre carrière. En tout cas, de me dire « Mais si tu fais pas ce métier, tu ferais quoi ? » Un plan B. Je sais pas. Donc, je passais des journées chez un coiffeur pour voir si ça me plaisait. Je passais des journées, je sais plus où, pour voir s'il y a des métiers autres qui me plaisaient. Et puis non, ça me plaisait pas. Donc, évidemment qu'ils ont paniqué parce qu'un métier qu'ils connaissent pas du tout. Je connaissais personne. Donc, et puis des a priori. Et des a priori de précarité. Et puis il faut connaître du monde, il faut avoir un réseau, il faut du piston. Est-ce que ça dure, ça ne dure pas, est-ce qu'on gagne sa vie, etc. etc. Et donc j'arrive dans cette école de danse professionnelle où il y a un cursus professionnel et l'après-midi, c'était d'ailleurs la condition sine qua non pour que je vienne à Paris, je pouvais passer mon diplôme d'état pour être prof de danse. Et du coup là, mes parents m'ont dit « Ok, comme ça, au pire, tu seras prof de danse, tu ouvriras une école et puis tu seras prof de danse et puis ça sera très bien. » Et ça s'est pas tout à fait passé comme ça. Et ça s'est pas passé. La vie, en tout cas, on a décidé autrement et c'est très bien d'ailleurs. Parce que, alors, vous intégrez donc cette école de danse et en 99, boum, on va d'abord à la télévision. Il y avait des émissions à dans l'époque. Les années tubes. J'ai surtout dansé dans l'émission Les années tubes de Jean-Pierre Foucault sur TF1. On était danseurs. J'étais pas dans l'équipe de Roger Louret, mais j'étais vraiment dans le ballet de l'émission. Donc, on répétait. Et puis, je crois que c'était le tournage le lundi. Enfin, on tournait l'émission, voilà. Et ça a duré pendant 1 an. Et puis, j'ai toujours chanté en parallèle. Moi, j'ai toujours chanté depuis que je suis tout petit. Donc, je voulais aussi chanter.
Et danser, ça me suffisait plus. Donc, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et à l'école de danse, il y avait tout un mur avec plein de petits post-it avec des auditions. Et là, j'ai passé une audition pour être danseur choriste dans un spectacle, une espèce de revue musicale qui se jouait à Bobino, qui s'appelait Il était une fois Bobino. Et j'ai passé le casting et j'ai été retenu en chanteur principal de ce spectacle. Formidable. Donc là a commencé une carrière dans le spectacle musical. En tout cas, je chantais et je dansais. Et puis j'ai envie qu'on se trempe dans un espèce de bain de jouvence, puisqu'on va repartir à l'époque de Starmania. Oui. Alors Starmania, c'était quand exactement? Puis comment s'est passée votre rencontre avec Luc Plamondon. Oui. C'était en 99. Oui. Et l'année précédente, je jouais au Bataclan dans une pièce qui s'appelait Mégalopolis. Et il y a une des chanteuses du spectacle qui me dit « Ah tiens, ils font passer des castings pour Notre-Dame de Paris, pour un deuxième casting. » En fait, il y avait déjà eu le succès avec Garou, Patrick Fiori, etc. Et ils recherchaient un deuxième casting. Donc j'ai dit « Bah, pourquoi pas ?» Et donc, on me fait apprendre les chansons de Phébus, le rôle qu'avait Patrick Fiori à l'époque. Et puis, je chante ma petite chanson. C'était dans un studio avec Richard Cochiante et Luc, qu'on ne voyait pas parce que c'était comme un studio comme ici à la radio. Donc, eux, ils étaient derrière dans la cabine. Et moi, j'ai chanté ma petite chanson du mieux que j'ai pu. C'était Déchiré. Est-ce que là, on s'ouvre une petite parenthèse? Mais vraiment, pour le plaisir. deux secondes. Pour le plaisir. Déchiré. Je suis un homme en train de déchirer. Je connais même plus les paroles. Bref, et Luc Plamondon. Et tu as tout déchiré. Bah, pas pour Notre-Dame de Paris, oui, j'imagine. mais pour Starmania. Luc Plamondon est sorti de la cabine, est venu me voir, m'a posé quelques questions et puis m'a dit écoute, je vais t'envoyer les chansons de Ziggy. Ça va pas, tu seras pas Phébus, mais tu pourras peut-être être Ziggy. Et une semaine après, j'ai passé le casting. J'étais seule au casting. En fait, je savais pas que j'étais seule au casting. Et j'ai chanté mes petites chansons, enfin les grandes chansons de Starmania d'ailleurs, au casino, sur la scène du Casino de Paris, devant Luc Plamondon et le chorégraphe. Et voilà, et j'ai atterri j'ai joué Ziggy pendant 2 ans. Alors, on arrive à parler aujourd'hui avec du recul, bien évidemment, on parle de votre parcours, de vos réussites, mais est-ce qu'il y a eu dans ce cheminement des déceptions, des difficultés? Comment ça se passe quand on a envie de faire ce métier-là? Parce que c'est important aussi de le dire. Absolument. Voilà, on n'est pas juste une star d'une comédie musicale. Il y a quand même, il y a quand même des déboires, il y a des choses très compliquées. Et puis il faut durer. Je pense que durer, c'est compliqué. Il faut réaliser, entre guillemets, ses rêves. Il faut aller vers ce dont on a vraiment envie et pas se contenter de toujours faire la même chose, je pense. En tout cas, moi, c'est mon ambition, entre guillemets. Bien sûr. Alors, quelles a été vos difficultés? Starmania, par exemple, c'était la troupe. La troupe était compliquée parce que eux jouaient depuis 7 ou 8 ans. Oui. Et puis, moi, je suis arrivé sur le tard. J'ai joué de 99 à 2001 et eux avaient commencé en 93. Pour la plupart, sont restés là pendant tout le spectacle. Donc, il y avait une usure, il y avait beaucoup d'ego. Donc ça, par exemple, c'est des coulisses qu'on connaît peut-être moins. Ouais. Et parfois, on préfère ignorer quand on est de l'autre côté quand même, parce qu'on a envie de rêver. Exactement. Et puis, l'essentiel, c'est que le spectateur rêve. Et il n'a pas à avoir les petits états d'âme de la troupe des comédiens. Maintenant, 20 ans après, oui, ça n'a pas été facile. Il n'y a pas eu de guerre non plus, mais il y a eu beaucoup d'ego. Il y avait des gros égos. Il y avait beaucoup de débats, de portes qui claquent, de points dans les murs. Et comment ça se passe sur scène, du coup? Parce sur scène, ça ne débordait pas. Parce que on arrive à prendre de la distance avec tout cela? Oui, et puis je pense que s'il n'y avait pas de distance, on peut très vite appeler le producteur. Enfin là, ça peut pas marcher, en fait. Mais c'était en coulisses. Mais je sais pas si je dois le dire, mais je m'en fiche un peu parce que c'est la vraie vie, quoi. C'est la réalité. C'est l'être humain. En tout cas. Et du coup, moi, j'avais 24 ans et j'ai appris ça très vite, quoi. La dureté de ce métier, ça peut être ça aussi. Puis derrière Starmania, j'ai pas beaucoup travaillé parce que les gens pensaient que je travaillais. Ils se disaient, oh, mais non, mais il est dans Starmania, il va pas accepter de faire ça, il va pas chanter là, il va pas faire ci, etc., etc. Donc il y a ça aussi. Ensuite, j'ai fait un one-man show en 2012, mis en scène par Isabelle Nanty, qui s'est pas... Garçon manqué, qui s'est pas plus bien passé que ça non plus. Vous voyez, c'est des choses... Pour quelle raison? Je crois que j'ai fait ce one-man show pour faire plaisir aux gens. Parce que les gens me trouvaient drôle et se sont dit mais fais un one man, à tel point que je l'ai tellement entendu que j'en ai fait un. Et puis peut-être que j'avais besoin à ce moment-là d'être seul,
sur scène parce que j'avais fait beaucoup de troupes. Et puis tout s'est mis en place assez simplement. Et souvent, je me dis, c'est la chose que je dois faire. Oui, parce puisque qu'elle est, tout se elle est présente, facile, le oui, producteur, tout le metteur en scène, ça s'écrit, ça se joue, on a le théâtre. Ouais. Donc tout se passe plutôt bien. Et puis l'exercice est très dur. Moi, faire rire à tout prix, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et j'aime faire rire quand il y a une situation, quand il y a un personnage, quand j'ai des partenaires, définitivement. Donc voilà, c'est des expériences que si je refais, il y aura des conditions parce que ce ne sera pas la même chose. Ce ne sera pas un one-man show, ce sera plutôt un seul en scène avec un propos, avec des personnages ou un personnage, avec pas le gage de faire rire à tout prix parce que je trouve que, en tout cas, moi, ça m'a abîmé. Ouais. Et je trouve que pas mal d'humoristes sont abîmés. Après, c'est ma vérité, c'est pas la vérité Bien du sûr, coup. Oui, mais c'est personnel. Il y a pas mal de gens qui sont pas si drôles dans la vie quand on les rencontre, qui sont un peu fatigués, qui sont un peu usés, qui font pas rire absolument tout le temps, parce que c'est particulier qu'on vous demande de faire rire tout le temps. Il faut être de bonne humeur tout le temps. Il faut avoir une bêtise à dire tout le temps. C'est pas toujours. Puis on n'est pas d'humeur. Enfin, moi, je suis pas d'humeur je suis souvent de bonne humeur, mais c'est vrai qu'il y a des jours où ça va moins bien et on n'a pas le gage de faire rire. Je trouve ça périlleux. Oui, c'est vrai que c'est un exercice très compliqué de faire rire et tout le temps. Voilà. Mais ça m'a appris ça à ne pas faire plaisir c'est-à-dire faire plaisir aux autres, si, mais ne pas faire les choses pour les autres. Et ça, c'est important de le savoir. Exactement, et ne pas aller dans la facilité, c'est-à-dire je suis un peu reconnu pour faire rire, donc fais-nous rire. Oui, mais il y a des conditions pour faire rire, il y a des moyens de faire rire. On n'appuie pas sur un bouton pour faire rire, on n'est pas une machine donc, non plus. Toutes ces choses-là, voilà, ça, si je suis très très honnête et très sincère, voilà les choses qui ont moins été dans ma carrière. Oui, mais les choses se passent très bien et heureusement d'ailleurs. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, puisqu'on parlait de One Man Show, c'est une expérience que, en tout cas, vous personnellement, n'a pas été des plus intéressantes. Non. Est-ce que dans l'absolu, si demain il y a un autre projet, est-ce que ce serait quelque chose qui serait envisageable ou seul, plus oui. du tout ? Vraiment seul sur scène, oui, mais j'irais plus vers un spectacle comme Vincent de Dienne ou Alex Lutz, c'est-à-dire des spectacles et pas forcément de la vanne pour la vanne. Ouais. Parler de l'iPhone, parler des textos, des sextos, parler de rapports hommes-femmes, c'est plus des sujets, ça a tellement été fait à mon goût que je n'irai pas vers ça. Maintenant, il y a des gens qui le font très bien et il faut que ça existe et c'est très bien. Il y a un public également pour ça. Et il y a un public pour ça et c'est très bien, il faut que ça existe. Moi, je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas fait comme ça. Donc, voilà, il faut qu'il y ait une petite écriture, il faut qu'il y ait une poésie, il faut qu'il y ait tous ces trucs-là. Et pour l'instant, ce que moi j'ai écrit ne me convient pas encore et ce qu'on m'a écrit parfois, pas encore tout à fait. Donc... mais il y a des projets dans ce sens-là, en tout cas. En tout cas, on en parlera en troisième partie. Je note. Andy Coq, on se fait une petite pause, si vous le voulez bien. Et puis, on retrouve on retrouve nos auditeurs juste après ça. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Bienvenue à tous, si vous venez de nous retrouver, nous sommes samedi et le samedi à 11h, c'est Au Passage des Artistes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Andy Coq, donc comédien, peut-être auteur aussi, ça on n'en a pas parlé, pourquoi pas, danseur en tout cas, ça c'est une certitude, et puis chanteur, un passionné en somme. Oui, du divertissement, du grand divertissement. C'est ce qui me plaît le plus, je crois. Divertir, ça ne veut pas juste faire rire, encore une fois. Voyez, Bien sûr. Ça veut dire divertir, donner une émotion quelconque, émouvoir par un moyen, en tout cas. Ça peut poser des questions aussi, ça peut faire poser des questions. C'est tout ça, je trouve, le divertissement. On va parler un peu d'Émilie Joly. Oui. 2003,
très belle aventure également. Oui. Parce que vous avez quand même fait de très très belles choses. Il y a eu La Cage aux Folles, Oui. etc. Enfin, il y a eu le cinéma. Oui, Ça oui. aussi, on aimerait en savoir plus. Comment est-ce qu'on enchaîne ? Est-ce qu'on est repéré par rapport à des rôles qu'on a avec les uns et les autres ? Est-ce que c'est Parfois. le bouche à oreille qui fonctionne ? Est-ce que c'est un coup de chance ? Comment est-ce que vous êtes passé de... Il y a eu ça marche. C'est-à-dire, je pense que quand on fait bien son travail consciencieusement, on nous rappelle. Quand on a le bon rôle, le bon personnage qui nous va et qu'on a un peu de lumière à un moment donné, les gens derrière aussi nous rappellent ou font appel à nous parce qu'ils nous ont vus sur scène et ça leur a plu. Après, ce qu'on sait moins, moi en tout cas, ce que j'aurais aimé apprendre dans les cours, c'est aussi se vendre et démarcher un réalisateur, démarcher un metteur en scène. On nous l'apprend pas et je trouve que c'est dommage parce que on est obligé de le faire. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'avoir une coupe de champagne dans toutes les soirées. On s'épuise à faire ça. Mais je pense qu'envoyer un mail ou sur les réseaux sociaux, parce que c'est beaucoup plus simple maintenant avec les réseaux sociaux, Bien d'envoyer sûr. un réalisateur, un metteur en scène qu'on aime bien, un directeur de casting, une auteure, peu importe, quelqu'un... on envoie un petit message en disant « J'aime votre travail, j'aimerais travailler avec vous ». Qu'on réponde ou pas, en tout cas, on déculpabilise déjà nous quand on ne travaille pas de ne rien faire. Et puis, parfois, on a la bonne surprise que les gens répondent et nous engagent ou nous proposent quelque chose ou on va prendre un café, puis c'est une rencontre et puis on travaillera peut-être dans 10 ans, on ne sait pas, ensemble. Et tout ça mêlé, je pense que quand on est sur scène, plus sinon on travaille un peu de notre côté à envoyer des messages et puis à s'écrire des choses. Ça, beaucoup de gens nous disent mais il faut écrire ces trucs. C'est très compliqué d'écrire ces trucs parce que D'abord, c'est un métier. c'est un métier et puis on peut pas écrire tout et n'importe quoi d'un coup sur un coup de tête. C'est du sens pour nous de raconter cette histoire-là, que ce soit un film, une histoire, un roman, c'est compliqué. Et puis aussi, il faut que les gens soient réactifs derrière pour quand on envoie. On n'a pas souvent de réponse quand on envoie nos écrits. Donc, c'est du boulot. Tout ça, c'est du boulot. Et moi, la partie la plus simple pour moi, c'est d'être sur scène et devant une caméra. C'est ce qui est de plus simple, de plus inné. Peut-être que c'est un peu prétentieux, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que... C'est là, en tout cas, où vous vous sentez le mieux. Et voilà, c'est ma place. Je sens... Ça fait 25 ans que je le fais, donc j'ai appris que c'était ma place. Je voulais que ce soit ma place et on me le dit, donc je suis réconforté dans ce sens-là. J'ai encore plein de choses à faire et plein de preuves à faire, évidemment, mais voilà. Et tout ce qu'il y a autour, parfois, n'est pas plaisant, Bien sûr. mais il faut le faire. Andy Koch, moi, très souvent, lorsque je reçois des artistes pour nous parler de leur début, etc., on me parle d'une rencontre. Une rencontre qui a changé ma vie. Est-ce que c'est votre cas ? Est-ce que vous avez rencontré une personne qui vous a aidé, qui vous a ouvert les portes ? J'en ai rencontré plusieurs, du coup, parce que j'ai pas une personne qui a misé sur moi et comme Céline Dion avec René Angélil, par exemple. Mais chaque spectacle que j'ai fait m'a ouvert les portes pour un spectacle qui suit. Donc, les premiers, c'est vrai que c'était Michel Durand qui avait chorégraphié et mis en scène et Patrick Garachon qui produisait à Bobino. Eux m'ont ouvert la porte du spectacle musical à Paris. J'avais jamais fait ça, je faisais des émissions de télé, j'étais danseur à la télé et là ils me proposent de chanter vraiment et de faire un spectacle musical. Donc à partir de là, j'ai rencontré justement Véronica qui chantait avec moi dans Mégalopolis, qui me dit tiens, il y a un casting pour Notre-Dame. Je rencontre Luc Plamondon. De Luc Plamondon, je rencontre je sais plus qui me fait rencontrer Philippe Châtel. Je passe des auditions pour Émilie Joly. Ensuite, je passe pour Le Soldat Rose parce que j'ai tourné dans Agathe Cléry avec Isabelle Nanty. C'est Isabelle à la base qui devait mettre en scène Le Soldat Rose. Puis finalement, c'est Shirley Dino parce qu'il y a eu un souci de planning et elle n'a pas pu. Donc j'ai rencontré Isabelle Nanty à ce moment-là qui m'a dit si tu fais un spectacle seul, je te mets en scène. Elle a tenu promesse. Enfin, vous voyez, c'est entre les rencontres, entre moi qui me dit tiens, j'ai envie de faire ça, comment je peux faire, et puis petit à petit ça se met en place parce que la vie est drôlement bien faite.
Oui, c'est vrai. Il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. Et elle est bien faite, surtout quand on tient bon, quand on s'accroche. Et il faut s'accrocher dans ce milieu. Il faut s'accrocher. Puis c'est vrai que c'est plus facile quand on sait où on veut aller, quand on a une passion, quand on aime quelque chose et qu'on veut vraiment le réaliser. Ça développe une flamme. Et c'est vrai que c'est plus simple d'arriver petit à petit à son but parce qu'on a un but. Alors, vous avez fait donc plein de choses, on le disait tout à l'heure déjà en première partie et là. Donc, il y a eu Starmania, il y a eu donc, votre one-man show, il y avait La Cage aux Folles, il y a eu Amélie Joly, les producteurs aujourd'hui depuis 1 an. Si vous aviez un souvenir mémorable, ce serait lequel ? Dans tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Mais il y en a 1000. Là, le premier qui me vient, c'est dans Agathe Cléry, le film de Étienne Châtillez avec Valérie Lemercier, où c'était une comédie musicale aussi, et à un moment donné, je chante une chanson et j'ai genre une 30aine de danseurs derrière, et je me souviens que pendant le tournage, donc on a fait plusieurs prises évidemment, et il y a un moment donné où je me suis retourné en me disant, quand même là, je suis comme un des rêves quand on est chanteur, danseur, etc. Je vais faire un film de cinéma, j'ai 30 danseurs derrière moi, je suis à ma place, je suis bien, je suis content. Je réalise quelque chose que j'avais dans la tête, quoi. C'est toujours étonnant de se dire, je l'ai tellement dans la tête, ce truc-là, depuis longtemps, et puis il se réalise. Oui, et c'est génial. Bien sûr, c'est et puis en plus, j'ai formidable. le souvenir parce que c'est un film, donc les films, c'est super pour ça parce que ça existe sur la pellicule et on peut le revoir quand on veut, etc. Même si évidemment, je me regarde pas tous les 2 jours, mais ce serait inquiétant. Mais en tout cas, plus tard, je pourrais toujours le regarder et puis me dire, c'est vrai, j'ai eu cette sensation-là à ce moment-là quand on a tourné cette scène de me dire, oh ouais, je suis à un truc que j'avais dans la tête de me dire, formidable. Je chante une chanson et j'ai plein de danseurs derrière. Ça, c'est excellent. Alors. On parle souvent de ce milieu de paillettes, ça brille partout, la télé, on vous reconnaît, etc. On est sollicité, les égos parfois gonflent. Est-ce que... En réalité, c'est un peu ça également. Est-ce que travailler avec des producteurs, travailler avec des comédiens, des gens parfois qu'on ne connaît pas, c'est compliqué dans ce milieu-là. Et puis, il faut faire abstraction parce que quand on tourne un film, c'est le moment présent. Quand on est dans un bureau, ça ne compte pas. Voilà, on fait son boulot et on part. Là, c'est quand même un travail de relation. On danse, on chante. Il faut qu'il y ait de la bonne humeur. Il faut arriver à la diffuser, cette bonne humeur. Et quand l'humeur n'est pas là, comment on fait pour gérer tout ça ? C'est plus compliqué. Par exemple, là, sur les producteurs, il y a une espèce de magie qui, certainement, au-delà de l'œuvre de Mel Brooks, au-delà de la mise en scène d'Alexis, je pense qu'il y a dans la troupe une magie qui ne peut pas s'expliquer, je pense. Et il y a une symbiose, il y a une énergie. Et du coup, ça amène au succès. Et c'est beaucoup plus agréable. Après, c'est vrai qu'on ne se choisit pas, nous. C'est ça. Les comédiens, les interprètes, on ne se choisit pas. Donc, parfois, il peut y avoir des animosités. Je me souviens de Shirley et Dino, qui mettaient en scène donc, Le Soldat Rose, qui avait dit une phrase. Les gens qui comment dire... grossièrement foutent la merde dans une troupe sont les gens qui ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits de là où ils sont, ne sont pas satisfaits de leur personnage à défendre, ne sont pas satisfaits du texte, du nombre de lignes qu'ils ont, ou je ne sais quoi. Mais ce sont des gens de ce qu'ils font aussi, exactement. C'est important. Moi, maintenant, avec l'expérience et l'âge, j'arrive à faire abstraction de ces énergies-là. Je suis pas dans la même pièce, par exemple, si vraiment je sens qu'il y a une tension qui monte, il y a un ego qui est très pesant, ou voilà, j'essaie de pas trop participer là, et puis je vais avec des gens avec qui j'aime bien, ou puis si dans la troupe c'est pas faisable, je vais avec les techniciens, et puis voilà, il y a toujours des personnes avec qui ça va. Donc c'est vers eux qu'il faut aller, et puis il faut s'attarder sur ces gens-là plutôt que de mettre toute son énergie sur il m'énerve, Vous avez raison. Bah oui. Oui, en tout cas, c'est ma façon de vivre ça bien. Tout à fait. Puis c'est une belle philosophie. Vous avez raison. Est-ce que là, on parlait de bons souvenirs. Parlons d'un mauvais. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui vous vient à l'esprit ? C'est mon one-man show. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un soir où
Je pense que maintenant, avec du recul, j'ai interprété que la salle ne m'aimait pas. Ouais. C'est-à-dire que c'était au petit gymnase, donc il y avait 90 places, donc c'était pas énorme. Et je me souviens que je ne peux pas expliquer pourquoi il y avait comme une équipe de sport. Alors je sais pas si c'était du volley ou du handball ou féminine. Et il y avait deux ou trois filles qui avaient les pieds posés sur la scène, Ouais, puis ça, croisés comme ça. les ne le bras faites croisés. surtout pas, c'est Ne le affreux. faites jamais, ça c'est pour insupportable. les gens qui sont Ouais. là et puis pour les gens qui sont sur ouais, scène. C'est horrible. Oui, c'est vraiment horrible. Et donc voilà, et puis il y en a une qui a mis ses pieds 2, 3, 4, 5, enfin tout le premier rang, et puis du coup c'est assez petit, donc c'était assez oppressant, et puis ça riait pas, et puis j'étais en train de m'évertuer à vouloir faire rire, et j'accélérais tout parce que et du coup je gâchais encore tout, les gens riaient de moins en moins parce que mon énergie devait être Bien sûr. pas très bonne. Vous-même, vous n'étiez ouais. pas bien. Donc, Non, oui. et je me souviens de ce soir-là où je suis sorti et j'étais pas heureux. Et là, je me suis dit, être seul sur scène, mon Dieu, c'est dur. Parce qu'on peut se reposer sur l'autre Oui, quand on est plusieurs. absolument. C'est Et ça. puis on se dit, on peut, tu vois, en un petit regard se comprendre, dire, allez, c'est pas grave, ça ira, demain on va mieux, ça sera encore mieux, ça sera mieux. Et puis là, voilà, on sort de scène et puis il n'y a pas le metteur en scène, il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de producteur parce qu'à un moment donné où ils viennent pas tous les jours. Donc on se retrouve seul dans sa loge en train de se dire, Qu'est-ce que je fais ces là gens-là m'aiment pas. Est-ce que et puis à ce moment-là, ça a de l'importance. Maintenant, ça a plus d'importance parce que c'est pas grave. Moi, j'ai fait comme j'ai pu, donc voilà. Et puis demain, la veille, il y a eu des gens qui ont bien aimé le spectacle. Et puis surtout, c'est pas qu'ils m'aimaient pas, c'était le spectacle qu'ils aimaient ou pas. Donc Mais c'est il surtout faut se vous qui détacher de n'aimiez ça. pas. Mais oui, non, mais oui, il y avait. Tout ça, c'est particulier. Ça prend du temps à comprendre Ouais. que c'est pas nous qu'on n'aime pas parce qu'ils nous connaissent pas plus que ça. C'est le C'est pas spectacle, personnel, c'est hein. l'énergie qu'ils ont. Ouais. Est-ce qu'ils étaient dans les bouchons avant? Est-ce qu'il n'y avait pas de métro? Est-ce qu'ils sont fatigués de leur semaine? Est-ce que ça peut jouer? Nous, c'est pareil. On est fatigués de notre semaine, on est ceci, on est cela. Peut-être qu'inconsciemment, on dégage quelque chose qui est pas super. Enfin bon, bref. Donc voilà, un mauvais souvenir, c'était cette soirée-là où je me suis dit, c'est pas moi qu'ils aimaient pas plus que ça, c'est le spectacle et puis c'est pas grave, parce Et que puis heureusement, ça n'est que du spectacle. Vous êtes passé à autre chose. Et Bah puis quel spectacle, puisqu'on va en parler d'ailleurs. On fait une petite pause musicale, Andy Koch, et puis on va parler des producteurs parce que ça vaut la peine. Il faut en parler. Vous écoutez Au Passage des Artistes avec Jazia Arens. Vous êtes toujours au Passage des Artistes sur Vivre FM et nous sommes toujours avec Andy Koch pour cette dernière partie qui sera consacrée à vos projets. Et puis avant de parler des projets, on va parler Des producteurs. des producteurs parce que c'est Oui. un magnifique, d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure, on a reçu Alexis Michalik. Michalik pour parler justement des producteurs. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, Mhm. allez-y, courez. Je ne sais pas jusqu'à quand ça se joue, mais vous allez tout nous dire. Pour l'instant, ça sera jusqu'au 8 janvier, toujours au Théâtre de Paris, 2023. 2023. Et tout se passe bien. Enfin, c'est vraiment une Alors chance. comment a commencé cette aventure incroyable? Ça a été très long puisqu'on a passé les castings avant les confinements, le Covid. On ne savait même pas que ça existait, tout ça. Et on a eu la réponse, pour notre part positive, quelques semaines avant le premier confinement. Du coup, on savait pas, on savait plus parce que on devait jouer en septembre de Ouais, cette ça a été année-là, une sacrée c'était en période, hein. 2020. Ouais. Du coup, on devait jouer en septembre 2020 et puis très vite, tout s'est Février, tout s'est enchaîné. tout s'est voilà et ça a été repoussé au janvier du coup 2021 et puis reconfinement, tout le barda. Donc décalé à septembre 2021. Et puis redécalé à décembre 2021 de l'année dernière. Et là, on a vraiment joué. Donc, on a eu un an et demi de flottement Et parce comment que... vous avez-vous géré en tant qu'artiste? Parce qu'il y a des répétitions, il faut être en forme, etc. Donc on s'arrête, on reprend, on s'arrête. C'est bon tout ça pour le corps, pour l'esprit, on était pour sur tout le le reste? fil parce qu'après ça, on se disait est-ce qu'ils vont vraiment le monter parce que il y a toujours une histoire de droit aussi. Est-ce que quelqu'un Bien va sûr. pas racheter les droits en même temps? Ouais. Est-ce que il y a pas un autre spectacle, tu vois, qui va peut-être parce que ça c'était un risque
étant donné que le spectacle n'était pas connu. Donc pourquoi pas remonter Mamma Mia ou un gros truc qui a fonctionné et dont le nom déjà est très connu. Donc il y avait un risque, etc. Et donc ils ont eu le courage, tous ces producteurs, les vrais, de tenir bon et de le monter en vrai. Nous, ça a été très long. On a eu des cours de claquettes en visio, on avait des petits appels de temps en temps pour dire non, vous inquiétez pas, on va le faire, on va le monter. Oui, pour garder le moral des troupes au fixe, quoi. Ouais. Parce que ça a été très flou pendant quelques temps, mais en même temps, il y avait quelque chose de, je dirais pas agréable, parce que ça n'a vraiment pas été une période agréable, mais il y a une sérénité de se dire, après tout ça, je vais être sur scène, je serai sur scène dans ce spectacle parce que il va se monter apparemment. Ouais. Donc ça a aidé beaucoup de périodes un peu plus compliquées. Et Alors comment ça s'est passé d'ailleurs? Parlez-nous un peu de comment est-ce que ce projet est arrivé chez vous? Comment est-ce qu'on vous a contacté? C'était vraiment, il y a eu une annonce de casting qui a apparu d'un coup sur les réseaux sociaux. Alexis Michalik va monter les producteurs avec State Entertainment. Ce qui sera le spectacle, mais pas à Mogador. Donc, c'était comme un événement. De toute façon, qu'un metteur en scène français puisse faire une nouvelle mise en scène d'un grand spectacle qui a marché à Broadway. Donc par casting, tout simplement. Et puis vous y croyez ou pas à l'époque? Oui, en tout cas, je me dis, j'ai une place, il y a un rôle pour moi. C'est mon agent qui m'a appelé parce que il me dit vraiment, passe-le, vas-y. Je dis, mais oui, alors faisons. Et puis on sait jamais. Une fois qu'on est au casting, on sait jamais ce qui va se passer. Ça s'est bien passé pour moi, mais est-ce que eux ont envie que ce soit moi? Est-ce qu'ils ont besoin de moi, ce que je suis, etc., etc. Donc les castings, c'est toujours un peu périlleux. Bien sûr. Et puis bon, voilà, ça a été positif, donc tant mieux, mais ça a été vraiment par le biais normal, on va dire, du casting. Et on met du temps entre le moment où on passe un casting et le moment où on a un retour. Oui, parce qu'il y a plusieurs tours de casting. Il y a plusieurs... disons qu'on va faire le premier tour qui est un peu une chanson, une scène, on va dire. C'était laquelle, la vôtre? C'était la chanson Reste gay du spectacle et la scène qui précède cette chanson. Et, là, vous rappelez des paroles? J'ai envie de vous titiller encore vraiment, un peu. Je peux pas, c'est pas un solo, donc c'est compliqué parce qu'on est 4 sur scène parce qu'il y a. Mais c'est quoi la rythmique? Roger Debris. Histoire de donner envie aux auditeurs quoi, qui nous écoutent. C'est très compliqué, c'est hors du contexte, vraiment. C'est vrai. C'est pas que je veux pas, c'est que c'est une chanson à plusieurs et oui, et c'est compliqué. Ouais. Je pense pas que ça donne quelque chose là tout seul de la chanter, mais en tout cas c'était cette scène-là. Et puis après, on repasse un tour, par exemple, qui est plus dansé, où là on est 50 et puis on fait que danser, donc ils voient nos aptitudes à danser. Et puis un troisième tour qui sera par groupe, avec pour le coup des partenaires cette fois, et puis petit à petit on repasse à notre tour où il y a un peu moins de partenaires, et puis jusqu'à jouer le dernier casting avec ceux qui sont maintenant sur scène avec moi, et c'est des périodes un peu stressantes, c'est sûr, parce qu'on a toujours un truc à apprendre, une scène, une chanson, et puis on est du monde, et puis on recroise plein de gens avec qui on a déjà travaillé, et puis des gens et puis tout le monde a envie d'être pris. Donc il y a une espèce de mise en avant que certains maîtrisent mieux que d'autres. Tout ça, c'est compliqué, quoi. C'est ça un métier. Alors parlez-nous de votre personnage, Andy Koch. Moi j'interprète Carmen Guilla, qui est l'assistant personnel du metteur en scène. En fait, l'histoire, c'est un producteur un peu sur le retour qui fait ses comptes avec un comptable, et le comptable découvre qu'en montant un flop, on peut se faire beaucoup d'argent. Se faire des sous. En fait, c'est une arnaque. C'est une histoire de... Absolument. Voilà. C'est l'histoire de cette grosse arnaque-là. Donc, il décide de monter le pire spectacle du monde pour faire le plus grand flop du monde et avoir plein d'argent. Voilà. Et donc, en fait, ils font tout pour que ça rate. Mais voilà. Ça va peut-être marcher, on ne sait pas, on va pas raconter la fin. C'est ça. Et du coup, ils partent à la recherche du pire auteur du monde, qui est un soldat nazi qui a écrit une comédie musicale qui s'appelle Des fleurs pour Hitler.
Donc on imagine bien que voilà, qui n'est pas une belle œuvre, mais eux décident de monter ça parce qu'ils se disent bon bah ça c'est tellement nul et puis c'est tellement Ça marchera pas. Voilà, ça va intéresser personne qui va aller voir une ode à Hitler. Et puis donc ils vont voir le pire metteur en scène du monde, qui est donc Roger Debris, dont je suis l'assistant. Et ils sont en couple dans la vie, Roger Debris. Donc lui il est très, comme on peut imaginer, un metteur en scène impulsif, sanguin, créatif, avec des idées de génie, des fulgurances de génie, et puis d'un coup des trous noirs, des trucs silencieux. Et moi je suis l'assistant, son assistant qui essaye que tout ça puisse se faire, parce que je pense que moi j'ai la notion de se dire c'est un bon coup, quoi, il faut y aller, fais tout ce que tu peux pour faire ce spectacle parce que ça va être un succès, alors que vraiment c'est tout sauf un succès sur le papier en tout cas. Et alors, ça marche tellement bien, puisque ça dure depuis une année, là, aujourd'hui. Ça fera une année en décembre. On a commencé en décembre l'année dernière, ouais. C'est ça. Et puis là, vous êtes reconduit donc jusqu'en début janvier. Alors, vous êtes où ? C'est à quelle heure ? C'est quand ? Dites-nous tout. C'est du mardi au dimanche à 20h, avec des matinées le samedi à 16h, et le soir, une soirée à 20h, et le dimanche à 16h aussi. Et c'est au Théâtre de Paris, rue Blanche. Et on est vraiment contents, tous, parce que... Et vous vous éclatez, ça c'est important. Oui. Et puis, il y a vraiment cette troupe qui a une énergie folle. Et puis, on a des publics fantastiques. Vraiment, il y a un engouement, il y a une envie d'être dans la salle autant que d'être sur scène. Donc, c'est super. On vit des belles soirées, vraiment. On a beaucoup de chance. Eh bien, écoutez, c'est formidable. En tout cas, vous, en plus, vous avez un metteur en scène qui n'était absolument pas foireux. Hein. C'est un vrai... C'est vraiment vous avez la chance d'avoir en plus un super metteur en scène comme Michel Alexis. Oui. Donc, non, c'est Alexis Michalik. Il va encore m'engueuler parce que je me gourre à chaque fois et c'est pas bien. Ah non, il faut dire Michalik. C'est pas bon du tout. Alors, pour finir, moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des projets, d'autres choses qui arrivent? Rien n'est signé, donc je peux pas donner vraiment de titre ou quoi aux caisses. Mais est-ce que c'est la comédie musicale? On est sur du théâtre de boulevard, ça va être quoi? Plutôt du théâtre, une comédie, mais pas de boulevard. Ouais. C'est la première fois que c'est pas un contre-emploi, mais en tout cas, c'est quelque chose où on ne m'a jamais vu. Je dirais. Ah formidable, ce sera. Et vous avez pas de date pour l'instant encore, pas de, on ne sait pas si c'est 2023, 2024. 2023. Bon, en tout cas, c'est pas très loin. Non. Andy Koch, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter sur Vivre FM, en tout cas tous les auditeurs qui nous écoutent. En carrière, je pense plein de succès. Oui, ça c'est important. Des choses qui me font plaisir de jouer, quoi. Ouais, de continuer à vous épanouir et puis de nous divertir. Oui, des beaux rôles. Merci beaucoup. Andy Koch, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis vous revenez quand vous voulez. Merci. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.